Bienvenue sur Gabon 24. Le 2 avril de chaque année, on célèbre la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Une journée qui vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement neurologique affectant environ 1% de la population mondiale, soit plus de 75 millions de personnes, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé. Au Gabon, ce handicap impacte de nombreuses familles, mais reste encore largement méconnu. Pour en comprendre les causes, l'établissement du diagnostic et la nécessité de prise en charge précoce, nous recevons Madame Elisa James, orthophoniste au centre hospitalier de Libreville, également vice-présidente de la Société gabonaise d'orthophonie. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Très bien, on parle donc de spectre de l'autisme parce qu'il y a plusieurs formes. Quelles sont ces différentes formes et quelles en sont les causes? Ok. D'abord, l'autisme, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un trouble du neurodéveloppement. Et en fait, c'est un trouble qui va affecter le langage, la communication et le comportement. Et ce, à différents degrés. Donc à ce moment-là, on peut avoir des enfants qui sont autistes mais qui vont parler, mais qui vont avoir des difficultés au niveau des interactions ou un problème de comportement. Et on va avoir des enfants qui, eux, auront vraiment de grosses difficultés à parler, à communiquer et aussi au niveau du comportement. Donc c'est vraiment comme ça qu'on le définit. Oui. Quelles sont les causes de l'autisme? Aujourd'hui, les recherches scientifiques montrent que les causes de l'autisme sont vraiment génétiques et biologiques. C'est-à-dire que c'est dans les gènes en fait que ça va se développer. Et donc, pour le moment, ce n'est pas encore clair de savoir quel est le gène qui est vraiment touché. Très bien. En termes de diagnostic, c'est souvent difficile pour les parents. Quels sont les signes qui doivent réellement interpeller? Alors, l'un des premiers signes, c'est lorsqu'on se rend compte qu'on appelle notre enfant de 2 ans et qu'il ne se retourne pas. Lorsqu'on veut discuter avec lui et qu'il ne nous regarde pas dans les yeux et qu'il a un peu le regard fuyant. À 2 ans, il ne parle toujours pas, aucun mot ne sort. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui disent qu'il faut attendre 5 ans pour s'inquiéter, mais non. C'est vraiment à 2 ans, un enfant qui ne parle pas, à 2 ans, on doit s'inquiéter. Et le dernier, on va dire le dernier signe d'alerte, c'est vraiment quand votre enfant commence à parler et puis du tout au tout, ça s'arrête. Il y a une régression totale de ses acquisitions. À ce moment-là, on s'inquiète. On s'inquiète et on va vers... Le pédiatre, qui est techniquement le premier médecin qui suit l'enfant parce qu'il le suit depuis que l'enfant est né. Et donc, il est à même de mieux gérer la famille par rapport aux inquiétudes en lien avec leur enfant. Très bien. Et est-ce que ces médecins, les pédiatres et peut-être les autres médecins qui prennent en charge l'enfant doivent, disons, est-ce qu'ils jouent ce rôle de relais également parce que le parent peut voir des signes. Est-ce que le médecin également doit être ce relais-là entre le parent et le spécialiste, comme vous, orthophoniste? Est-ce que ces médecins sont également formés pour justement faire attention à tous ces signes? Alors, aujourd'hui, de plus en plus de médecins se forment à pouvoir justement repérer précocement les signes d'autisme, mais il reste encore une grosse population, un gros pourcentage de pédiatres qui ne sont pas informés. Mais généralement, quand il y a un retard, ils sont en mesure de pouvoir justement envoyer soit vers un neuropédiatre qui, lui, va continuer justement dans le circuit du malade à faire des examens neurologiques qui vont permettre ensuite justement de confirmer ou un peu d'infirmer les inquiétudes du pédiatre, puis envoyer vers les thérapeutes, notamment l'orthophoniste, le psychomotricien, qui, eux, vont vraiment regarder les aspects en lien avec l'autisme pour pouvoir tous ensemble poser un diagnostic. Très bien. Et en termes de chiffres, alors, d'après l'Organisation mondiale de la santé, 1% de la population mondiale, soit plus de 75% de personnes sont affectées par l'autisme. Qu'en est-il au Gabon? Alors, au Gabon, on n'a toujours pas de chiffres parce que, comme on n'a pas de centre de référence diagnostique où tout le monde pose un diagnostic et que les diagnostics sont un peu posés un peu partout, on n'a pas de chiffres en tant que tel, mais moi, exemple, dans ma patientèle, je sais que 40% des enfants que je reçois sont des enfants avec autisme. Et on va dire sur une semaine, j'ai à peu près 90 rendez-vous. Donc c'est à peu près, on va dire, une trentaine d'enfants
qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. C'est quand même incroyablement élevé. Hein. Oui, tout à fait. Et on remarque également une augmentation, en tout cas au niveau mondial, des chiffres en termes d'autisme également, année après année. Est-ce qu'il y a une cause derrière? Alors, donc on ne peut pas parler d'une cause. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on arrive à détecter beaucoup plus tôt, beaucoup plus rapidement. Et en fait, la population est beaucoup plus sensibilisée. Donc, ce qui se passe, c'est que les enseignants vont avoir tendance à remarquer des dysfonctionnements dans le développement de certains enfants et donc interpeller les familles pour aller directement voir un professionnel. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui sont visibles. Et il y a aussi, depuis plusieurs années maintenant, ce qu'on appelle l'autisme virtuel. L'autisme virtuel, en fait, c'est quand des enfants sont surexposés aux écrans à un très jeune âge et qui développent en fait des comportements autistiques. Et donc ces comportements vont laisser aussi les familles un peu dans une inquiétude. Et donc à ce moment-là, on va remarquer tous ces comportements-là en société. Oui. Et donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y en a plus. C'est donc l'occasion d'interpeller les parents, de ne pas exposer les enfants trop tôt aux écrans. C'est quelque chose de très courant aujourd'hui. Oui. En effet, vraiment plusieurs études scientifiques ont montré qu'il est préférable de ne pas exposer un enfant aux écrans avant 3 ans. Quand on parle d'écran, on parle de tablettes, de téléphone et de télé. Vraiment, c'est à proscrire avant 3 ans parce que les 3 premières années de vie d'un enfant sont les plus cruciales en fait. C'est à ce moment-là qu'il est vraiment en lien avec son environnement et qu'il apprend des choses. Et donc, lorsqu'on le surexpose aux écrans, donc il passe, exemple, 4-5 heures de temps devant la télé, mais en fait, il n'interagit avec personne. Il ne fait que répéter ce qu'il voit à la télé et après, c'est très difficile d'avoir une conversation avec une personne ou même avec ses frères et sœurs à la maison. C'est très important donc d'interagir avec l'enfant. Oui. On dit même qu'il ne faut pas parler en babillant, ou je sais pas, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Il faut parler correctement à un enfant, ça permet de développer son cerveau et donc les parents doivent réellement prendre en compte cela. C'est cela, effectivement. Il est toujours préférable de parler avec un vocabulaire assez, on va dire, simple pour que l'enfant comprenne et pas un vocabulaire de bébé parce qu'après, l'enfant va garder ce vocabulaire-là. Très bien. Alors, en matière de prise en charge, est-ce que les coûts sont accessibles ? En fait, tout dépend d'où l'enfant va être envoyé. En hôpital, aujourd'hui, on a la CNAMGS qui prend en charge la prise en charge des enfants autistes. Dans des centres aussi, notamment le centre Motamo, je pense qu'à Horizon Nouveau aussi, et je pense aussi au centre Ndossi, qui prennent en charge avec la CNAMGS. Donc à ce moment-là, ça peut être moins cher. Après, en cabinet, ça a un coût, mais je sais que les patients peuvent être remboursés par des assurances privées qui n'ont peut-être pas un montant, un quota par année qui est très élevé, mais qui peuvent être remboursés, oui. Est-ce qu'il y a des structures spécialisées en termes de prise en charge de l'autisme ? Oui, aujourd'hui au Gabon, il y a déjà le centre Motamo qui est à Sotega. Ensuite, il y a aussi le centre Ndossi à Kanda et il y a aussi Horizon Nouveau qui essaye depuis quelque temps de prendre en charge ces enfants avec troubles du spectre de l'autisme, oui. Et également là-bas, l'accompagnement au niveau financier est effectif. Oui. Oui. Très bien. Alors, qu'en est-il des thérapies spécialisées ? Est-ce que là-bas aussi, l'accompagnement est effectif ? Alors, normalement, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des orthophonistes, il y a des psychomotriciens. Mais tous ne sont pas formés dans l'autisme. Et donc, c'est ça, en fait, la différence aujourd'hui. C'est qu'il faut vraiment trouver les professionnels de santé qui sont formés dans la prise en charge de l'autisme. Et ça, il n'y en a pas beaucoup, en fait, actuellement au Gabon, qui sont formés dans la prise en charge de l'autisme. Mais normalement, dans ces structures, il y a des orthophonistes et des psychomotriciens qui peuvent accompagner, en tout cas, les familles. Et donc, il faut former de plus en plus de personnes spécialisées en autisme. Oui, tout à fait. Parce que c'est une maladie bien présente au Gabon, un handicap. Oui, tout à fait, un handicap qui est présent et donc justement depuis maintenant 4-5 ans, on a travaillé en collaboration avec l'Université des sciences de la santé
pour mettre en place cette formation. Parce que là, on parle spécifiquement de l'autisme, mais aujourd'hui, au Gabon, il y a vraiment toutes sortes de pathologies que l'on retrouve. Et donc, avec la Société gabonaise d'orthophonie, la Société gabonaise de psychomotricité, nous avons travaillé à mettre en place cette formation au Gabon sur 3 ans, qui a commencé en septembre 2025. Donc, on a reçu à peu près 50 étudiants qui, en 3e année, iront soit en kinésithérapie, soit en orthophonie, soit en psychomotricité. Très bien. La formation, elle ne concerne pas seulement le personnel de santé. Non, non, non. Vraiment, nous, on essaye aujourd'hui de mener des campagnes de sensibilisation un peu partout. On va dans des écoles, on forme les enseignants, au moins à repérer déjà ces enfants. Parce que si l'enseignant arrive à repérer très précocement, c'est beaucoup plus facile pour nous, le personnel de santé, après de pouvoir prendre en charge et d'avoir des résultats. Ouais. Très bien. Alors, les personnes atteintes de ce handicap sont souvent victimes de stigmatisation. Pourtant, on parle d'inclusion sociale. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment, disons, appliqué au Gabon, l'inclusion sociale ? Alors, donc, le Gabon, depuis 2015, a signé un traité avec l'OMS qui stipule que le Gabon doit pouvoir prendre en charge et inclure ses enfants dans la société dès le plus jeune âge. Je pense que dans les écoles, ça commence, mais beaucoup plus les écoles privées. Les écoles, on va dire, publiques, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a des effectifs pléthoriques. Et ce qui se passe aussi, c'est que les enseignants, en fait, avoir un enfant avec un handicap, ça va être très difficile pour eux de pouvoir mener à bien leurs cours, sachant que des fois, ils n'ont pas le matériel adapté pour pouvoir accompagner ces enfants. Donc, ça reste difficile. Là, c'est vraiment quand ils sont encore tout petits. Maintenant, aujourd'hui, on a aussi des adolescents ou des préadultes qui, en fait, ne trouvent pas leur place dans la société parce qu'en fait, moi, je me balade, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais faire mes courses, je vais dans des bureaux, je n'ai jamais vu un enfant autiste, un adulte autiste, je n'en ai pas encore vu. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la société n'est pas prête, c'est comme ça que je vais le dire, à inclure ces personnes dans la société parce qu'ils ont des comportements qui peuvent être déviants et donc la société a encore du mal à adapter pour eux. Donc, mais qu'est-ce qui devrait être fait justement pour mieux intégrer les personnes atteintes de handicap, surtout d'autisme, au Gabon ? Ce qu'il faudrait déjà faire, c'est de penser à un centre de formation qui pourrait accepter des enfants ou on va dire des adolescents avec un handicap pour permettre qu'ils puissent apprendre un métier en fonction de leurs intérêts. À ce moment-là, on les accompagnerait dans une insertion professionnelle qui serait de choisir certaines compagnies, certaines entreprises qui seraient prêts à un quota raisonnable de prendre on va dire les adolescents pour faire des stages d'abord. Et au fur et à mesure, quand eux, ils rentreraient dans le milieu du travail, ils seraient déjà beaucoup plus à l'aise et pourraient justement ensuite terminer par avoir un contrat avec ces entreprises. Et donc, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut mettre en place, c'est vraiment un centre de formation qui permettrait ensuite de faire des stages dans des entreprises pour pouvoir les insérer tout doucement dans la société. Et donc, ces personnes-là ne sont pas complètement hors du circuit, ils ont quand même des centres d'intérêt. Oui, bien sûr. On peut avoir des enfants qui vont avoir un centre d'intérêt, exemple sur les ordinateurs, la mécanique. Vraiment, il y a un peu de tout. Ils peuvent être, exemple, il y en a qui aiment les cheveux, donc ils pourraient finir coiffeurs. Il y a vraiment de tout. Il faut juste pouvoir trouver leurs intérêts pour pouvoir les accompagner. Après, on en a aussi qui ont une intelligence très développée. Et donc, ils peuvent devenir médecins, qui peuvent vraiment faire de grandes études. Incroyable. Oui. C'est ce qu'on appelle des enfants avec un haut potentiel, donc qui ont un quotient intellectuel très élevé. Et donc, qui font vraiment leur classe sans problème et qui peuvent vraiment continuer. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'ils sortent du Gabon pour continuer leurs études. Et donc, c'est pas, on peut dire, c'est pas une fatalité d'être autiste. Non, c'est pas une fatalité du temps que l'entourage est présent et adapte. D'accord. Si les parents et la famille autour, en Afrique, l'avantage qu'on a, c'est qu'on éduque un enfant dans un village. C'est tout un village qu'il faut pour éduquer un enfant. Et donc, à ce moment-là, quand la famille et l'entourage comprennent vraiment
les enjeux de l'autisme et qu'ils arrivent à accompagner la famille et l'enfant, on en fait des personnes qui peuvent être intégrées dans la société. Très bien. Et pour les parents, ça doit être très lourd de s'occuper d'un autiste. Oui, oui, oui. Est-ce que les parents aussi bénéficient d'un certain accompagnement? Alors, depuis plusieurs années, on va dire une dizaine d'années, avec Madame Douna, on avait mis en place ce qu'on appelait des groupes de parole avec des associations, notamment Gravir les montagnes, Ibekelia à Port-Gentil, où on réunissait des parents qui avaient vraiment les mêmes, avec des enfants qui avaient de l'autisme, pour pouvoir discuter de leur quotidien, pour pouvoir se donner des conseils et vraiment, on va dire, être soudés. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon enfant a de l'autisme, tu te débrouilles avec ton enfant tout seul et les parents sont un peu des fois tout seuls. Donc on essayait toujours de créer ces plateformes pour permettre aux parents de discuter entre eux, pour pouvoir trouver des solutions et vraiment avoir une oreille attentive pour les accompagner. Donc c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs années. Aujourd'hui, ces associations elles-mêmes mettent en place des choses parce qu'elles ont été accompagnées au départ, mais maintenant elles arrivent à continuer cela. Est-ce que vous avez remarqué une évolution en termes de politique publique pour justement permettre une meilleure prise en charge de l'autisme au Gabon, ou du moins, qu'est-ce qui doit être fait? Ok. Alors, je sais que depuis plusieurs années maintenant, il y a une allocation qui est mise en place. Bon, c'est une allocation de 65 000 sur l'année, c'est pas beaucoup. C'est un début et je pense qu'il faudrait continuer et peut-être augmenter cette allocation pour des familles qui, vraiment au quotidien, c'est difficile pour elles parce que l'enfant autiste n'est pas suivi que par un professionnel, mais des fois il peut être suivi par 2 voire 3 professionnels. Et donc à ce moment-là, 65 000 sur une année, ce n'est rien. Et donc il faudrait peut-être augmenter déjà cette allocation qui est là. Au niveau de l'éducation nationale, peut-être former beaucoup plus les enseignants à dépister et accompagner les enfants qui pourraient être en milieu ordinaire et pas être en école spécialisée, voir comment les accompagner et vraiment continuer à ce niveau-là parce qu'aujourd'hui, je sais que l'éducation nationale met en place des aménagements en classe d'examen. Donc, ils ont droit à un peu plus de temps que les autres. Ils peuvent être accompagnés d'un auxiliaire de vie scolaire pour l'examen. Mais ce n'est toujours pas assez parce que c'est seulement pendant la période d'examen. Et même là, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, il est préférable de commencer plus tôt pour permettre que ces enfants soient vraiment le mieux possible accompagnés. Très bien. Qu'en est-il de l'intérieur du pays? Est-ce qu'il y a également ce suivi là-bas? Alors, à l'intérieur du pays, déjà qu'ici, à Libreville, c'est une carence. À l'intérieur du pays, c'est encore plus difficile. Actuellement, à Port-Gentil et à Franceville, il y a des orthophonistes. Par exemple, il n'y a pas de psychomotricien. Donc, la prise en charge, l'accessibilité, en tout cas, la prise en charge reste encore très, très, très difficile à l'intérieur du pays. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pensé à la formation pour qu'ensuite notre ministère de tutelle puisse créer des postes budgétaires pour pouvoir envoyer des professionnels de santé à l'intérieur du pays pour que tout le monde puisse recevoir des soins. Et oui, parce que beaucoup pensent que c'est dû à la spiritualité, c'est dû à un mauvais sort, etc. Ils se demandent si mon enfant allait bien au début, tout d'un coup il va plus bien, c'est que voilà, c'est un sorcier quelque part. Et donc avoir un personnel de santé formé ou alors très présent pour un suivi, ça permet justement oui, aussi d'accompagner et surtout d'enlever ces fausses pensées. Mais ça, c'est aussi le travail de la sensibilisation. La semaine dernière, le ministère des Affaires sociales a fait une sensibilisation au niveau d'OIM sur la trisomie 21. Mais en fait, ce serait de faire des sensibilisations chaque année dans différentes provinces pour pouvoir justement expliquer aux familles que votre enfant, c'est pas quelque chose de spirituel. C'est vraiment scientifique et qui peut être accompagné pour qu'on puisse trouver des solutions pour ces familles-là. Mais c'est de la sensibilisation qu'il faut faire vraiment à l'échelle nationale, vraiment partout, à la radio, à la télé, pour que tout le monde puisse vraiment connaître la pathologie. Très important parce qu'il y a des enfants qui vivent un calvaire pas possible. Sur Internet, une fois, on a vu des vidéos qui circulaient montrant un jeune enfant qu'on a ligoté, qu'on a enchaîné quelque part au fond d'une maison parce qu'on ne comprenait pas de quoi il souffrait.
Et donc, ces enfants-là n'ont rien demandé. Ils ne demandent qu'à être accompagnés. Et c'est important que les parents soient informés. Oui, tout à fait, tout à fait. Très bien. Alors, les enfants bénéficiant de cet accompagnement, est-ce qu'ils peuvent devenir autonomes à la longue? À la longue, normalement, oui. Mais il faudrait adapter. C'est toujours une histoire d'adaptation. Si, exemple, c'est un enfant qui vit avec ses parents, qui a 18 ans et qui arrive à être dans un studio, il faut juste expliquer comment les choses vont se passer pour qu'il puisse y arriver. Mais ça, c'est un enfant qui parle, qui a pu être à l'école et qui a pu avancer dans la société. Mais un enfant ou un adolescent qui ne parle pas, qui fait de grosses crises, ça va être un peu plus difficile. Donc, tout dépend du degré de sévérité de l'autisme, comme vous l'avez dit au tout début. Tout dépendra du degré de l'autisme de l'enfant et de voir comment on peut l'accompagner. Mais oui, c'est possible. Ils peuvent se marier, ils peuvent avoir des enfants et continuer leur vie jusqu'à... Très bien. Alors, quel est votre niveau de collaboration avec les associations qui prennent en charge l'autisme, disons, qui accompagnent les enfants et les parents? Ok. On travaille beaucoup avec le centre Motamo, qui a beaucoup d'enfants avec différents troubles. On est aussi beaucoup avec Gravir les montagnes. Depuis plusieurs années, on les accompagne. On a fait beaucoup de journées de sensibilisation avec eux. Et aussi une petite association à Port-Gentil qui est Ibekelia, une association de mamans d'enfants autistes qui essaye à son niveau aussi de faire évoluer les choses. Donc nous, on apporte toujours notre côté d'expertise. On essaye de réunir pour faire, comme on a dit, des groupes de parole, pour sensibiliser les enseignants autour des enfants qui prennent en charge, pour vraiment aider. Donc, c'est vraiment ces associations avec lesquelles nous, la Société gabonaise d'orthophonie, on travaille beaucoup. Oui. Très bien. Alors, nous sommes arrivés au terme de ce plateau. Madame James, est-ce que vous avez un mot de fin? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que vraiment, l'autisme n'est pas une fatalité, comme elle l'a dit, et qu'il faut vraiment que la société puisse accompagner ses enfants. Un enfant qui fait une crise dans un magasin, qui se jette par terre, essayer d'aider la maman, parce que c'est une maman qui est sûrement à bout parce qu'elle gère son enfant depuis le matin. Donc, c'est vraiment de pouvoir accompagner le plus possible ces familles pour qu'elles puissent avoir, on va dire, un quotidien beaucoup plus facile. Et j'encourage vraiment les parents à ne pas baisser les bras et à savoir qu'ils sont accompagnés et qu'ils peuvent être accompagnés dans cette pathologie. Merci donc, Madame Elisa James, orthophoniste au Centre hospitalier de Libreville et également vice-présidente de la Société gabonaise d'orthophonie, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur les antennes de Gabon 24. D'ici là, portez-vous bien.